Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut à tous et bienvenue pour ce 402e rendez-vous et podcast TDA, le 7e numéro consacré à l'actualité de la draft et de ses prospects. Et on va parler main violente aujourd'hui, trop la chance, avec les linemen offensifs intérieurs au programme. Deux vedettes du poste seront passées au crible, à savoir Wyatt Davis d'Ohio State et Creed Humphrey d'Oklahoma. On fera ensuite l'état des lieux des franchises NFL, toute nouvelle chronique pour analyser en détail les priorités, les bonnes affaires pour les équipes qui sont d'ores et déjà lancées dans le processus draft. On commencera bien entendu par les deux premiers choix du prochain repêchage, à savoir les Jaguars et les Jets, sans oublier bien entendu, comme à chaque émission, les pépites consacrées aux meilleures affaires à faire à partir du 4e tour. Et pour parler de tout ça, Alexandre Locke est en ma compagnie. Salut Alex. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Et content de t'avoir avec moi donc, pour parler donc, de ces linemen offensifs et notamment également de cet état des franchises. Il y a moult choses à dire, hein. Il y a un chantier assez important concernant les deux programmes dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Et du coup, on va lancer dès à présent les hostilités avec le tu préfères et cette analyse donc consacrée à Wyatt Davis et à Creed Humphrey. C'est parti. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Et on aurait pu, sur cette chronique, presque faire un quatuor, Alex, avec différents candidats qui se présentent au niveau de cette ligne intérieure où il n'y a pas souvent énormément de premiers tours. On va pas se mentir, mais c'est vrai qu'il y a éventuellement 3-4 prospects qui peuvent se mettre en avant. Alors, je le précise d'emblée, un prospect comme Alijah Vera-Tucker, celui du USC, je ne l'ai pas mis dans l'équation parce qu'il joue quand même massivement tackle ces derniers mois du côté du USC, mais il sera a priori à coup sûr un lineman intérieur, mais je l'ai un peu mis de côté. On avait parlé de Trey Smith, notamment le lineman de Tennessee lors du match-up avec T.Darrell Slayton. Donc, on a préféré se focaliser sur deux autres prospects. Le garde d'Ohio State, Wyatt Davis, et Creed Humphrey, centre d'Oklahoma. Deux joueurs qui sont quasiment titulaires depuis leur saison freshman du côté de leur campus respectif. C'est plus le cas du côté de Humphrey. Il y a un peu plus de concurrence sur la ligne du côté de Davis. Mais en tout cas, deux prospects intéressants, deux profils différents, encore une fois, puisque par définition, deux postes qui ne sont pas les mêmes. On va s'intéresser à trois profils, Alex, à savoir des profils purement physiques, en tout cas des attributs, tout ce qui est la question des attributs, vitesse, technique, tout ça. Et puis après, revenir sur les spécificités du poste, à savoir l'aisance sur le run block et sur le pass pro qui est devenu une arme essentielle aujourd'hui en NFL. Si on s'arrête tout d'abord sur les attributs, le mélange physique, vitesse, technique, quel joueur déjà t'impressionne le plus si on prend ces deux candidats? C'est difficile d'en ressortir un nettement par rapport à l'autre sur cet aspect-là. Pour moi, ils ont chacun leur point fort. Je dirais que Wyatt Davis, c'est un monstre physique, alors que Creed Humphrey, à l'inverse, il compense un déficit physique par davantage de technique, ou une technique, on va dire, plus aboutie. Oui, non, je te rejoins. C'est vrai que, en l'occurrence, on va y revenir, mais c'est vrai que, alors, Davis, j'allais dire, c'est un rock. On va développer tout à l'heure. Humphrey, c'est quand même très clairement le cas. Mais c'est vrai que Wyatt Davis, en effet, c'est quand même des mensurations. Alors, j'ai pas exactement le détail sous les yeux. Je vais essayer de revérifier ça. Mais 6'4", 313. Donc, ça fait un bon 1m93, 142 kg. C'est un peu plus massif que…
que Creed Humphrey. Mais voilà, et c'est vrai, ce qui est assez notable en l'occurrence, c'est que tu le disais, il y en a un qui va peut-être être un peu plus technique, un peu plus réactif aussi, je pense, selon moi, si on prend le cas de Creed Humphrey, mais c'est peut-être aussi une question de gabarit. Mais c'est vrai que ce qui est un peu plus étonnant pour Wyatt David, justement, c'est cette espèce de mobilité qu'il arrive malgré tout à avoir, malgré son physique de clair déménageur, quoi. Oui, tout à fait. Il est très à l'aise. On va en parler un petit peu après sur le jeu de course. Justement, il est rapide, il se déplace bien. Il aime beaucoup le jeu en avançant. Euh, c'est vraiment un gros moteur. Voilà. Et il compense ces quelques lacunes techniques par ses capacités physiques. Après, il est un peu plus brut, mais ça ne veut pas forcément dire que techniquement, il ne va pas progresser en NFL. Bien coaché, bien drivé. La technique, ça se peaufine. Le physique, c'est plutôt quelque chose d'inné. Donc, je pense qu'il a quand même les atouts, le bon combo des deux Oui, c'est ça, c'est ça. pour Après, l'échelon voilà, supérieur. il y a des qualités athlétiques, en effet, qui vont en faire saliver plus d'un et qui font qu'il est aujourd'hui un candidat indéniable sur le poste de premier tour. Tu commençais déjà à en parler, on va forcément s'intéresser, parce que forcément, la ligne offensive se doit en majeure partie d'être performante sur le jeu, sur le jeu au sol. Encore une fois, Ohio State et Oklahoma, c'est pas vraiment les mêmes schémas offensifs, les mêmes systèmes. Ouais. Les Sooners s'axent beaucoup plus sur la passe et Ohio State sur la course. Pourtant, est-ce que tu vois une différence vraiment fondamentale entre les deux en ce qui concerne la protection et la capacité à libérer des brèches pour le jeu au sol? Alors, les deux sont intéressants, mais je pense quand même que Davis, par ses qualités physiques, c'est vraiment le run blocker qui va régaler les champs supérieurs. Il est capable de jouer dans les différents systèmes de jeu de course. Il a été 2 fois All-American cette année, la saison précédente. On ne peut pas dire que c'est pas pour rien. Il s'est vraiment créé les brèches, et je dirais même c'est plus que des brèches. Il arrive à faire des trous béants. Voilà, son premier pas est plutôt explosif. Donc après Humphrey, il n'est pas déshonorant dans le domaine, mais comme tu l'as dit, le fait que Ohio State peut-être, c'est pas davantage, mais les coureurs sont peut-être plus mis en valeur, alors qu'à Oklahoma c'est un petit peu plus le jeu de passe. Disons Oui, que Davis a eu plus l'occasion de briller. Ouais, Voilà. c'est ça. Et puis à mon sens, Oklahoma, je pense que ça joue plus des courses extérieures, ce qui forcément joue Oui. pas forcément pour Creed Humphrey. On va plus jouer sur la capacité justement des tackles à pouvoir, on va dire, tasser vers l'intérieur le lineman défensif. Et forcément, ça ne veut pas dire que Creed Humphrey n'est pas utilisé, parce il a été extrêmement précieux quand Oklahoma jouait un peu plus dans la boîte. Mais en l'occurrence, c'est pas la même utilisation qu'à Ohio State. Il est peut-être un petit peu moins complet, en fait. C'est juste ça. C'est que comment il s'appelle, Davis, pardon. Il est toujours en action. Il va chercher en permanence à avancer, à aller aplatir son vis-à-vis et continuer la course, ouvrir les brèches. Voilà, Humphrey, comme tu dis, le schéma est différent. Donc c'est. Alors, juste si tu me permets, j'avais un petit bémol sur Davis. Il y a juste un truc qui m'avait sauté aux yeux. Et je te rejoins sur l'ensemble de ce qu'on a dit sur Davis, à savoir le côté vraiment physique, agressif, la capacité à être dominant en phase active, comme j'aime dire, à imposer vraiment son bloc et à déplacer son lineman plus ou moins facilement. Par contre, dans la NFL moderne, je ne sais pas si justement dans tous les schémas il s'incorporait, parce que je trouve qu'en termes de décrochage, décrochement, je ne sais pas comment on dit, je trouve que parfois son équilibre en pâtit un petit peu. Après, c'est sûr que voilà, il a un gabarit qui fait que il y a une mobilité, on va dire, latérale, une capacité à s'adapter à ce que propose son lineman qui est intéressante. Mais c'est vrai que voilà, dès qu'il faut vraiment décrocher, alors qu'il a eu paradoxalement un quarterback extrêmement mobile avec Justin Fields, c'est pas dans ce registre-là où je le sens plus à l'aise. Donc c'est peut-être, je pense, une petite restriction à avoir à l'échelon supérieur, même si ça peut peut-être se travailler, mais ouais, la gestion de l'équilibre me paraît un petit peu incertaine. Il pourrait être effectivement plus avec un quarterback, pas forcément double menace, mais dans un jeu de course créatif. Moi, je le vois bien, par exemple, aux 49ers, dans ce type de schéma. Je pense qu'il pourrait se régler. Maintenant, oui, effectivement, je pense quand même que ça peut progresser. Il a les atouts.
Oui, bien sûr. Après, je parle bien de décrocher sur le deuxième rideau. C'est-à-dire qu'il est parfaitement capable de décrocher, et on va y revenir avec le pass pro, il est parfaitement capable de décrocher sur l'extérieur pour proposer une solution, voilà, une aide éventuelle à un coéquipier qui serait un peu plus en difficulté. Mais ouais, je parle vraiment du fait de monter au deuxième rideau pour être encore plus agressif sur la phase de course. Pour le coup, il a libéré énormément de brèches à Justin Fields, dans mon sens. C'est aussi de par sa capacité justement et c'est ça qui est aussi une denrée assez intéressante pour un garde, c'est cette capacité vraiment à pouvoir déplacer son adversaire sur le côté sans forcément avoir besoin de l'agripper. C'est-à-dire vraiment voilà, lui réussir à le bloquer et à le faire suivre avec son mouvement à lui. Tout à Et fait, c'est ça qui est vraiment intéressant et qui en fait vraiment un joueur assez intéressant. Mais encore une fois, voilà, c'est juste pour pinailler, parce qu'encore une fois, il y a quand même une grosse base sur laquelle s'appuyer. Si on prend le pass pro, du coup, qu'est-ce que tu constates en analysant les deux prospects dont on parle aujourd'hui? Alors, les deux ont des qualités indéniables, mais pour le coup, en passe pro, je partirais davantage sur Humphrey. J'aime bien alors pour le coup, ses mains violentes pour attraper et repousser son vis-à-vis. Il faut savoir que c'est un ancien lutteur, donc il a déjà quelques qualités à ce niveau-là. Il a une bonne qualité d'ancrage au sol et un bon équilibre. Donc il compense des bras un peu courts, donc le fameux syndrome du T-Rex, euh, pour il compense ses bras par son équilibre et son ancrage. C'est intéressant de le voir évoluer justement même au bull rush où il est fiable. Il n'a pas accordé un seul sac ces 2 dernières saisons sur 1200 snaps. Donc même si la Big 12 n'est pas la conférence où les edge rushers sont les plus féroces, c'est quand même à signaler. Ouais, c'est sûr. Après, oui, non, je te rejoins. Et en plus, c'est vrai que autre particularité d'Humphrey, c'est que c'est un centre qui est gaucher. Tout à Donc, fait, qui ouais. déjà doit adapter son style de snap, parce que forcément, la saisie du quarterback sur des systèmes qui sont en shotgun est pas forcément idéale de par ce fait-là. Et pourtant, en lançant avec la mauvaise main et en ayant justement ce gabarit, tu l'as dit, un petit peu atypique, il arrive à être extrêmement agressif dès le snap, ce qu'on recherche en grande partie chez des centres et forcément des centres qui sont attendus potentiellement au premier tour et qui arrivent justement à avoir un excellent équilibre, l'ancrage dont tu parlais face à des noses hyper imposants, quoi. Donc c'est vrai qu'il a cette capacité vraiment à lui aussi être extrêmement agressif dès le snap, alors qu'il a pourtant pas mal de paramètres à prendre en considération autour de lui dans un système qui sur le papier aurait pas forcément de quoi le mettre en valeur, quoi. Tout à fait. Après, moi, ce que j'ai noté aussi, et ça l'aide dans le pass pro, il a un très bon QI football. Ce qu'on attend souvent des centres, on valorise souvent les tackles, mais le centre, c'est quand même un des postes, le poste fondamental de la ligne. Et ce QI foot lui permet de bien se positionner, bien se réajuster. Il est patient aussi, mais et réactif en même temps, tu le disais. Donc, moi, j'aime vraiment bien son profil en tant que centre. Voilà. Après, par contre, effectivement, je ne le vois pas forcément bouger, contrairement à Wyatt qui peut peut-être évoluer sur les 3 postes, sur Wyatt Davis, pardon. Humphrey, je le vois vraiment rester purement un centre. Ouais, clairement. Wyatt Davis sur le pass pro, tu allais peut-être en parler, mais moi, franchement, j'avoue que je peux être un peu tatillon sur sa manière de décrocher. Et j'avoue que sur le pass pro, on pourrait presque le mettre en tant que tackle droit, quoi, parce que c'est vraiment une montagne. Et dès qu'il est fixé, on va dire, pour le passer, c'est quand même une mission, hein. Ouais, tout à fait. Donc après, je sais pas si tu donnes un instant en particulier sur le pass pro à l'un ou l'autre, plus Humphrey, j'imagine. Oui, moi je préfère Humphrey dans son rôle, mais effectivement, après, par rapport à ses qualités physiques, je pense qu'avec les compétences et les capacités qu'a Davis, oui, c'est pas inintéressant de le voir comme un tackle droit, peut-être. On parle souvent des tackles repositionnés garde, mais dans son cas, ouais, je ne trouverais pas ça complètement idiot, effectivement. Après, ce que tu disais s'entend, hein, c'est vrai que. Alors, je ne sais pas la capacité qu'aura Humphrey à jouer garde, parce que lui, en effet, en termes de décrochement latéral, je ne trouve pas inintéressant non plus. Mais en effet, ouais, son poste de prédilection, je pense, en tout cas là où on pourra en tirer le plus de choses,
ça reste en effet le poste de centre et Wyatt Davis a peut-être une polyvalence supérieure si en plus il est développé, qu'il améliore les points dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Alors, dernière question. Tu es general manager d'une franchise aujourd'hui. Si tu dois choisir entre ces deux joueurs, alors on met bien entendu de côté les besoins potentiels de ta franchise. Si tu as un besoin sur les deux postes. Je t'ai biaisé parce que comme mon centre est en fin de contrat, j'allais partir sur Humphrey de base. Donc plutôt Humphrey si tu devais choisir personnellement? Ouais, je suis plutôt Humphrey. Je le suis. J'avais déjà beaucoup remarqué l'année dernière. Je pensais qu'il se présenterait. J'aime bien. Je pense que effectivement, ça peut être un bon capitaine de ligne. C'est d'ailleurs un peu, c'est le capitaine de la ligne d'Oklahoma qui est quasiment loin depuis son d'être année freshman d'ailleurs. exactement. Donc cette ligne, elle est plutôt quand même solide et bonne réputation. Donc je partirais plutôt sur lui. Après, si Davis finit à Green Bay, en l'occurrence, je serais pas malheureux non plus, bien sûr. Mais voilà. En tant que GM, moi, je pars sur Humphrey. Il me semble plus près tout de suite. Disons starter au premier jour. C'est ça. Tu privilégies le court terme potentiellement, ou en tout cas. C'est-à-dire que quitte à mettre un premier tour ou une fin, même si c'est une fin de premier tour ou un tout début second tour, moi, j'attends d'un joueur sélectionné dans ces eaux-là qui commence tout de suite. C'est sûr. Et puis juste pour la précision, avant qu'on passe à l'état des franchises, pour Davis, c'est intéressant, entre guillemets, dans le sens où je trouve que la classe de garde est moins profonde que la classe de centre. Ça, c'est un avis purement personnel. Et c'est peut-être en ça, en effet, qu'on va peut-être plus rapidement se précipiter sur Davis que sur éventuellement Humphrey, où on va se dire, si c'est pas lui, on aura potentiellement un autre centre intéressant un petit peu plus tard. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir prochainement en détaillant justement les différents postes avant la draft. On passe à présent donc à la deuxième partie, attendue j'imagine par beaucoup, l'état des franchises. On parle tout de suite des Jaguars et des Jets. Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast. Et c'est un vaste chantier qui attend le numéro 1 et le numéro 2 de la prochaine draft dans le début de cet état des franchises NFL. L'état des lieux, donc avec les différentes priorités, les différents postes à considérer d'après nous à l'orée de cette draft. Alors on le précise forcément, il y a des équipes dont on va parler avant la free agency, d'autres après. On essaiera au maximum d'adapter, bien entendu, après la free agency vis-à-vis des discussions qu'on aura sur les principales franchises, ceux qui seront traités en tout premier. Donc voilà, l'idée, c'est pas de biaiser notre avis sur les différentes franchises, mais on adaptera ça avec des débats, etc., au cours du mois de mars-avril. Alex, je le disais, gros chantier sur les Jaguars et sur les Jets, qui cherche toujours, alors on se parle, un head coach, puisqu'il n'y a rien qui est tombé pour l'instant. Donc c'est sûr ça que pourrait venir pour les Jets, peut-être. Oui, ça peut venir pour les Jets. Il paraît qu'il y a des deuxièmes interviews programmées pour certains candidats. Mais en tout cas, oui, c'est forcément, ça aide pas à se donner un cap précis sur les priorités à avoir. Par contre, on va le dire d'emblée, quand on s'est organisé un petit peu sur les, entre guillemets, les mocks consacrés à ces deux équipes-là, on a été un peu plus en symbiose sur les Jaguars que sur les Jets. On va y revenir, mais on n'a pas eu la même, le même avis concordant. Oui, en effet. Alors, effectivement, les Jaguars, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur leur choix numéro 1. Il est attendu depuis 2 ans. Les Jaguars ne font pas partie des équipes qui ont un quarterback vraiment établi. Donc, je pense que Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, ça me paraît être un consensus évident. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Je pense que même s'il se blesse dans le processus draft, il devrait quand même, à moins vraiment d'un truc rédhibitoire, mais il devrait quand même finir premier pick. Donc voilà, après, qui dit quarterback en 1, moi je le protège avec le deuxième choix qui pour les Jaguars sera pour l'instant le 25e, mais ça peut bouger en fonction. C'est ça, on s'appuie sur les projections actuelles pré-tour de. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le pick des Rams, si je me trompe pas. Donc comme les Rams sont encore en course, forcément, s'ils gagnent le Super Bowl, le pick descendra à 32. S'ils perdent dimanche ou samedi contre Green Bay, ça sera le pick 25. Donc, pour le protéger, sachant que Cam Robinson, le left tackle, est en fin de contrat, donc je pars sur un remplacement poste pour poste avec Liam Eschenberg de Notre-Dame.
Oui, ça me paraît pas mal. Joueur qui a été extrêmement efficace sur le pass pro, ce qui a paraît toujours été le cas de Robinson ces dernières Ouais. années. Et alors, j'avoue, parce que là, forcément, l'attaque est beaucoup considérée. On avait un petit débat concernant le début de deuxième tour. Alors, on est resté à peu près sur les mêmes postes. Oui. Ben, c'est qu'avec lui, pareil, ils ont encore 2 choix au deuxième tour, 33 et 45. Donc, c'est vrai que moi, de prime abord, je basculerais de l'autre côté du terrain avec un defensive lineman pour se mettre entre Josh Allen et Clement Chesson. Mais la possibilité, en cas s'il est disponible, de Pat Freiermuth de Penn State, le tight end, ça pourrait être intéressant. Tyler Eifert, leur tight end de cette année, n'a pas brillé outre mesure. Il a un gros historique de blessures. Il est en fin de contrat. Donc, oui, si Freiermuth est disponible, ça peut être une bonne solution. Si on part sur un lineman, début de deuxième tour, j'aime bien Barmore d'Alabama. Ouais, c'est ça. Alors, je vais dire à peu près. C'est vrai que nous, on hésitait entre deux noms, mais du coup, en fonction de la position à laquelle les prospects concernés étaient draftés, c'est-à-dire que moi, je partais plus sur un Pat Freiermuth en tout début de deuxième tour, donc le tight end de Penn State dont tu parlais, et un Darius Stills, le lineman défensif de West Virginia, qui dans une 34 serait extrêmement précieux sur le pass Tout à rush. fait, ouais. On a vu qu'il y en a besoin parce que mine de rien, il y a du boulot sur Cleveland Chason. On s'y attendait un petit peu, mais va quand même falloir un peu de temps pour continuer de le développer, notamment pour aller chasser le quarterback. Et c'est vrai que toi, tu étais plus partisan, ce que je rejoins totalement, d'un Christian Barmore en 33 du coup, et Brevin Jordan, le tight end de Miami, qui est peut-être un peu plus à l'aise au niveau de la réception, un peu moins au niveau du bloc que Freiermuth, mais en tout cas qui présente un profil extrêmement intéressant et à même d'être drafté dans ce niveau-là. Mais voilà, Barmore par exemple, c'est extrêmement efficace sur le pass rush aussi. Donc après, oui, c'est des Barmore, questions c'est de un goût et de super joueur. On préférence. l'a vu cette année. Il a fait une super saison. Après, entre 33 et 45, dans cette classe de defensive linemen, est-ce qu'il y a une si grande différence que ça? Est-ce que, voilà, encore une fois, si Freiermuth est disponible, je pense qu'il ne devrait pas hésiter. Si Barmore n'est plus là en 45, il y a Stills, il y a d'autres profils dont on parlera peut-être dans d'autres émissions qui peuvent être intéressants. Donc, moi, on se rejoint quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. Tight end en 33 et defensive lineman en 45, dans cet ordre, ça peut m'aller aussi. Ouais, tout à Je pense fait. pas qu'ils soient perdants, les Jags. Non, je pense que franchement, si on veut un lineman défensif, comme tu disais, 34 à même de mettre la pression sur le QB, je pense qu'il y a quand même 3-4 possibilités avec une classe qui est quand même qui est pas très très excitante au premier abord, même si les choses peuvent changer d'ici le mois d'avril. Alors, elle n'est pas excitante, mais je la trouve relativement homogène quand même, malgré oui, bien tout. sûr, bien sûr. Oui, non, c'est sûr. Après, voilà, il n'y a dans pas le de milieu du gros panier, prospect si tu au veux. premier tour. Ouais. C'est sûr. Et alors, le dernier choix, alors tu me diras, on était plus ou moins d'accord. En tout cas, on partait plutôt vers le secondary. Ouais. Où c'est vrai qu'il y a un groupe qui est quand même assez jeune ou en manque relatif de playmaker. On sait qu'on a fait venir CJ Anderson, notamment l'année dernière, le cornerback drafté au premier tour en provenance de Florida. On s'était posé la question. C'est vrai qu'il y a la question de Trey Herndon, notamment l'autre corner qui doit être prolongé ou pas. Et j'ai été partisan du coup de partir sur un joueur un petit peu hybride sur ce backfield défensif, à savoir Kerry Vinson de LSU, qui n'a pas joué cette saison 2020, qui a choisi de se mettre en retrait, mais un profil assez intéressant, joueur qui a commencé corner, puis qui est passé free safety, qui peut être excellent en nickelback, qui a vraiment des qualités athlétiques indéniables. Après, c'est un DB de LSU. Et c'est vrai que ça pourrait ne pas faire tâche justement dans cette équipe de Jacksonville qui a besoin aussi de vitesse et d'agressivité sur le dernier rideau. Ouais, ils ont besoin de vitesse, ils ont besoin d'étoffer d'étoffer leur fond du terrain. Anderson, je pense que ça a été une pioche relativement satisfaisante pour eux, mais derrière, entre les fins de contrat, les joueurs un peu avec des points d'interrogation, moi j'avais pensé sinon éventuellement un safety, mais je pense que Kerry Vincent, il peut, comme tu l'as dit, jouer à différents postes. Nickelback pour sa saison rookie, ça me paraît être aussi une bonne entrée en matière dans la ligue. Et après, à voir en fonction du coordinateur qu'ils auront, comment tirer le maximum de son potentiel. Mais encore une fois, je pense que c'est un renfort qui devrait être intéressant. Très bien. Alors, du coup, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue sur ce que vous considérez être bon ou pas dans les commentaires. Savoir à peu près si on a à peu près bien ciblé les besoins des Jags. Mais encore une fois, il y a quand même des besoins qui apparaissent prioritaires, même si le chantier apparaît vaste. Ça a été plus compliqué pour les Jets.
Et forcément, parce que on ne sait pas à l'heure actuelle et encore moins, donc comme je le disais, avec l'absence de head coach, ce qu'ils peuvent faire avec leur deuxième choix de draft. Donc, on est parti éventuellement sur 2 scénarios. Ouais. L'un des scénarios qui ne comprend pas de quarterback en deuxième choix, mais on va forcément commencer par le premier, qui inclut la draft d'un quarterback au deuxième choix. Alors, on va essayer de faire relativement court, parce que sinon, je sais que ça va être un débat de 20 minutes. Oui, c'est possible. Est-ce qu'on se met d'accord sur Justin Fields quand même? Parce que là, sur ces dernières semaines, il a quand même rassuré, alors qu'on pouvait avoir des doutes sur la finale de conférence. Justin Fields, chez les Jets, s'il part sur un quarterback, il y a quand même de fortes chances. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Alors, je t'avoue, on en avait parlé en off. Moi, peut-être une préférence pour Zach Wilson, mais il y a peut-être plus de certitude quand même avec Justin Fields. Et je pense que les Jets ont quand même besoin de certitude s'ils partent sur un quarterback. Ouais, tout à fait. C'est ce qui fait que, mais c'est vrai, quand je te rejoins, moi j'aime beaucoup Wilson et je pense que le débat va être extrêmement resserré. Mais voilà, en tout cas, à l'heure où on se parle, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de certitude si on part sur un Justin Fields pour éventuellement prendre la suite de Sam Darnold. Dans le scénario que j'évoque, on partait plutôt sur un lineman pour le protéger, en l'occurrence. Ouais. Éventuellement fin premier, début deuxième, parce que là, eux aussi, ils ont 5 choix dans les 3 premiers tours. C'est ça, ils ont le choix 23. Pour le coup, celui-ci est arrêté. Donc, on était assez d'accord aussi sur le principe de renforcer le poste de corner avec peut-être le deuxième choix de leur deuxième premier tour. Alors, j'avoue, alors on avait parlé de J.C. Horn, le cornerback de South Carolina, plutôt si on part sur un choix de la fin de premier tour, plutôt sur, moi c'est mon avis en tout cas, plutôt sur un Eric Stokes, voire un Sante Samuel Jr. si on part début de deuxième tour. Oui, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Voilà, plutôt ce profil-là, parce que, encore une fois, les cornerbacks n'ont pas été déshonorants. Il me semble que Bryce Hall fait pas une mauvaise saison rookie, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un vrai playmaker capable de mettre en difficulté les équipes adverses, surtout quand on voit que Josh Allen a explosé à Buffalo et qu'on attend beaucoup de choses de Tagovailoa dès l'année prochaine du côté de Miami. Ce ne serait pas un luxe de protéger le backfield avec vraiment un cornerback dominant. Oui, surtout que le seul aujourd'hui qui ressort un peu de leur backfield défensif, c'est Mays, mais il est en fin de contrat. Donc, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Alors, c'est pas le même poste, mais c'est dans le secondary. Donc, effectivement, moi, j'aime bien Horn avec le pick 23. Est-ce qu'il sera encore là avec le pick 23? Rien n'est moins sûr. Sa cote monte un peu. Il pourrait partir peut-être au top 15. Donc, effectivement, dans ce scénario-là, on pourrait se rabattre sur une protection. Et tu m'avais parlé de Leaderwood d'Alabama pour protéger le côté droit de la ligne. Je pense que la paire avec Becton de l'autre côté ne devrait pas déplaire aux fans des Jets. C'est ça. Alors, j'avoue, en y réfléchissant, pour moi, il y avait 2 options intéressantes. La première, en effet, c'était Leatherwood, mais on sait que voilà, il descend un petit peu parce que je pense qu'il aura plus le potentiel d'un tackle droit à l'échelon supérieur, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de tous ses comparses. C'est peut-être pour ça que les Jets pourraient avoir la possibilité de le récupérer en début deuxième, selon moi. Si on part sur une fin de premier tour, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être en fin de contrat sur la ligne, quid d'un Wyatt Davis? Oui. Pour le coup, si tu le mets avec Justin Fields, là en termes d'automatisme, on est pas mal et clairement, ça peut en tout cas permettre aux Jets d'améliorer le jeu au sol. Oui, ce qui serait pas non plus un luxe, clairement. C'est vrai que autant ils ont maintenant quelques certitudes avec Becton, autant à l'intérieur de la ligne, on peut aussi considérer comme un chantier. D'ailleurs, on en avait parlé pour un peu plus loin, sinon dans la draft, dans leur draft. Donc oui, c'est pas une Davis, ça me paraîtrait être une alternative intéressante. Ouais, en effet, je parlais du jeu au sol. Il faut un running back quand même dans cette équipe qui a laissé partir Le'Veon Bell. Alors, on le sait, il va y avoir la question qui va se poser, puisque du coup, on a Najee Harris et Travis Etienne qui crèvent l'écran au niveau de cette classe. Derrière, c'est un peu plus homogène. Tu serais d'avis de partir sur un premier tour au poste de running back? Parce que je sais que tu me disais qu'Harris ou Etienne, ça peut être à considérer pour New York. Oui, moi, alors, je fais partie peut-être de cette partie de la population qui ne prend pas forcément le running back au premier tour. Donc, je les aurais considérés avec le pick 34. Clairement, si un des deux est disponible au pick 34, je pense qu'il n'y a même pas à hésiter. Avec le pick 23, c'est un peu haut peut-être. Ça va dépendre du coach c'est surtout, et du coordinateur surtout vu le nombre offensif. de besoins de l'équipe. Ouais, je le dis, à titre personnel, j'étais plus partir sur un running au début de 3e tour. Ouais.
Il y aura des profils intéressants. La classe, elle est profonde. Ouais. Tu m'avais parlé de Gainwell de Memphis. Il y en a quelques-uns qui cochent pas mal de cases. Donc, il y avait oui, Sermon d'Ohio State, mais qui est un peu trop fragile, je pense. Sermon d'Ohio State. Moi, j'aime bien aussi Carter de North Carolina. Carter, North Carolina, ouais. Petit gabarit, par contre, peut-être. Mais je pense effectivement qu'au 3e tour, ils peuvent trouver leur bonheur. Voilà. Après, ça va dépendre à quelle va être la cote de Harris et d'Etienne. Enfin, Harris, on a vu encore là, il y a 2 jours, il n'a pas été dégueu du tout. Donc, il est possible qu'il parte plus vite que ce qu'on a vu ces dernières saisons, aux dernières drafts. Ouais. Et alors, on a parlé du scénario potentiellement avec un quarterback. Si on part sur 100 quarterbacks, moi, je sais qu'il y a plusieurs possibilités sur ce 2e choix. Je vais me faire des amis, je le sais. J'aimais bien Devonta Smith, receveur d'Alabama. On sait qu'ils ont besoin d'un top receveur, parce que bon, Denzel Mims, même s'il n'a pas pu jouer l'intégralité de sa saison rookie, ça reste un receveur de possession. Oui. Avoir un homme à tout faire comme Devonta Smith, ce serait peut-être pas forcément une mauvaise idée. Je sais que tu aimes bien Seisterat aussi de Wake Forest, et ça, ce serait peut-être un petit peu plus bas. Oui, c'est Surat, je l'avais effectivement vu un petit peu plus bas, peut-être effectivement au début du 3e tour. Je pense qu'ils ont besoin de renforcer aussi le second rideau. CJ Mosley, il n'a pas joué depuis 2 ans. Il a fait opt-out cette année. L'année dernière, il a dû faire un match. Donc, on l'a quasiment jamais vu avec le mode des Jets. Donc, il y a leur leader à ce niveau-là, et il y a une incertitude. Et à côté, c'est quand même pas... C'est pas génial. Donc, oui, Surat en linebacker. Après, je te rejoins... Donc, du coup, tu parlais de Chaz alors, parce que moi, j'étais resté sur Sage, son frère de Wake Forest. Non, oui, pardon. Ah d'accord, bon, c'est mal compris. C'est pas grave. Et vous, il va y avoir des besoins sur le poste de linebacker également, c'est sûr. Ouais. Et pour te rejoindre sur le scénario alternatif, si on prend pas de quarterback, qui est, je vais me faire des amis chez les fans des Jets, je le sais, mais qui est mon scénario préférentiel, je partirais sur Smith ou sur Chase LSU. Smith, il fait une saison exceptionnelle. Après, Chase, il est aussi, on en a parlé ensemble lors de l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines. Les 2 profils pourraient justifier un 2e pick ou éventuellement un trade down Oui, c'était ça, un trade down dans le top 10 qui permettrait quand même de les... Exactement, avec une équipe derrière qui serait par contre intéressée par un quarterback. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'un receveur, désespérément besoin d'un receveur. Je suis pas un passionné de Denzel Mims. Je pense que ça peut être un bon receveur numéro 2, mais je pense qu'ils ont besoin d'une star. Et notamment si on garde Darnold, qui est donc l'option choisie ici, il lui faut quelqu'un pour le faire briller. C'est ça. Après, si on part sur le principe d'un Mims receveur de possession, on peut aussi mettre un gadget supersonique à côté de lui. On a un Rondale Moore s'ils veulent partir en fin de 1er tour. Ouais, non, mais laisse Rondale Moore à Green Bay par contre. Et personnellement, il y a Kadarius Toney que j'aime beaucoup. Oui, aussi. Lui aussi, je pense que dans le 2e, voire le tout début du 3e tour, ça peut être éventuellement une denrée à suivre. Et puis on disait, du coup, il y a beaucoup de besoins, le besoin de edge également, sur lequel on s'était mis d'accord. Il y a quand même besoin de mettre pas mal de pression sur le quarterback adverse. L'idée, ce sera surtout de déterminer le système préférentiel, savoir si ce sera plutôt une 34 ou une 43. Voilà, je sais que j'aimais bien notamment Jason Owie si on partait sur un 3e tour, le lineman un peu hybride de Penn State. Si on part sur une 43 pure, il y a un Myjah Sanders que tu avais cité en provenance de Cincinnati que j'aime beaucoup également. Ouais. La question sera de savoir, on a en fonction de ce qu'on aime du profil du joueur, mais c'est un peu comme les linemen défensifs. Je pense que les edge rushers entre le 3e et le 4e tour, on va être entre le joueur confirmé et la bonne affaire, quoi. Il y a quand même de quoi s'en frotter les mains. Il y aura, je pense, des bons joueurs à développer et à faire progresser dans cette équipe des Jets notamment. On a fait le tour en tout cas sur l'état des franchises, sur les Jaguars et les Jets. On passe dès à présent à la dernière chronique, les pépites. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les
les pépites, comme chaque semaine, nos bonnes affaires qu'on recense en tout cas à partir du 4e tour. Et on va commencer, Alex, par un cornerback qui lui aussi, un peu ce qu'on disait avec Maja Sanders aussi, un peu entre les deux. Mais en tout cas, un profil extrêmement intéressant, un cornerback sorti de Californie. Oui, Cameron Bingham, donc senior de Cal. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je l'ai pas mal suivi la saison dernière. Cette année, il a vite opt-out au mois de septembre. Il a des dimensions quasi idéales pour son poste, 1m83, 90 kg. Il a une belle expérience de titulaire donc, à Cal sur ses 3 premières saisons. C'est un bon plaqueur. Il participe aussi efficacement contre la course. C'est un joueur qui est très agressif. Il n'a pas peur d'aller au mastic dans le paquet et on va dire mouiller le maillot. Il est réactif. J'aime vraiment bien son esprit. Après, en termes de défauts, déjà, il a un peu tendance à laisser traîner les mains parfois. Et il manque de vitesse, notamment sur les longs tracés. Il pourrait souffrir contre les speedsters de NFL. À voir s'il peut rassurer au combine sur les différents ateliers, si combine il y a, ou alors à son Pro Day. Je pense qu'avec un bon staff, il pourrait exploiter son potentiel et utiliser au mieux ses qualités. Moi, je le verrais peut-être même se déplacer donc, au poste de safety, de par ses qualités de plaqueur et il pourrait. Alors, comme il manque de vitesse, justement, le positionner sur un tight end qui ne sont pas les joueurs les plus rapides, ça pourrait être pertinent. Il est cogneur, il est agressif, donc ça peut être intéressant. Il peut aussi apporter en équipe spéciale, notamment la première saison. Donc, si on lui laisse un peu de temps, il pourrait être une bonne surprise. Il est un peu comparé à Josh Norman. Moi, il me rappelle un peu à Djibouye aussi en termes de gabarit. Mm-hmm. Voilà, moi j'aime bien ce gars-là. Je pense que ça peut être une bonne surprise dans un premier temps pour étoffer une escouade et pourquoi pas dans 2 saisons, 3 saisons être un titulaire. Oui, non, je te rejoins. C'est sûr qu'il y a en effet cette intensité qui propose à son futur employeur et en effet cette rigueur en termes de plaquage, cette capacité physique qui en effet peut être à double tranchant. C'est un joueur vraiment instinctif et intense et c'est ça qui va en faire en effet un joueur qui peut être précieux s'il tombe dans un coaching staff intéressant. Parce que c'est vrai qu'il a été le symbole d'une équipe de Californie qui a été longtemps calibrée pour jouer très offensivement et qui depuis son arrivée, liée bien entendu à celle du head coach des Golden Bears, a transformé vraiment la défense californienne. Donc voilà, il y a un apport non négligeable. On a vu que le visage de la défense n'était pas le même l'année dernière et cette année quand il a décidé en effet de se mettre en retrait. Donc voilà, c'est largement perfectible. Je te rejoins, notamment trouver un moyen de gommer ses défauts. Mais comme Nickelback dans un premier temps, pourquoi pas, c'est un joueur qui a quand même un petit gabarit, une certaine réactivité. Ouais. Donc dans des petits espaces, ça peut être un joueur assez intéressant dans un premier temps. Je suis parti sur un défenseur également, un défenseur de Western Michigan, Ralph Holly, lineman défensif, joueur extrêmement performant cette saison avec les Broncos, qui a notamment permis à Western Michigan de se battre jusqu'au bout pour une finale de conférence. C'est vraiment un joueur qui a une capacité de pénétration extrêmement intéressante pour un lineman défensif, qui peut être un excellent defensive end 34, je pense, à l'échelon supérieur. Pour le coup, lui, son défaut, c'est peut-être un petit défaut d'endurance. C'est vrai qu'il a un petit peu de mal à suivre sur l'ensemble des matchs. Il est très souvent sorti avant la fin des drives défensifs, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle quand on prétend à jouer éventuellement 3 tentatives en NFL. Mais c'est vrai que pour le peu de fois où on peut le voir jouer, il a une certaine explosivité dès le snap et des moves et un gabarit qui lui permettent, alors qu'il est relativement tassé, pour un joueur de cette position, de vraiment être capable de percer la poche. Je crois qu'il a 9 plaquages et demi cette année dans une saison qui a été plus que réduite dans la conférence de Western Michigan. Donc vraiment prospect très intéressant. Là aussi un joueur à développer qui sera peut-être pas efficace dès sa première année de par ce que j'évoquais, de par les petits défauts physiques notamment. Mais avec un peu plus de coffre, ça peut être un joueur vraiment dont on peut se frotter les mains, une excellente rotation, un joueur capable d'apporter de la pression sur l'intérieur du premier rideau.
Oui, c'est ça. Il va avant tout apporter de la profondeur au début, mais effectivement, il peut se développer. Il a des bons atouts malgré un peu son manque de taille. C'est effectivement en defensive end 34, je le vois bien se développer et apporter. Très bien. Bah, écoute, on a fait le tour, en tout cas, pour ce 402e numéro consacré au lineman offensif, entre autres. Merci encore, en tout cas, Alex, d'avoir été en ma compagnie. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. Encore une fois, on est à trois gros mois dès à présent de la draft. Donc, on aura l'occasion de se retrouver à de nombreuses reprises. D'ici là, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission du podcast Jeune Actu. Passez une excellente semaine. À plus. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on